Bonjour et bienvenue dans Tendre et la nuit, le podcast culturel qui est à la fois extrêmement élitiste et à la fois à la portée de tout le monde, où vraiment notre objectif, c'est pas du tout d'avoir un ton académique, bien au contraire, c'est de partager avec vous notre passion pour la culture de haut niveau, que ce soit de la littérature ou du cinéma. Ce soir, c'est un épisode un petit peu spécial parce que c'est un hors-série dédié à un mouvement artistique très particulier, c'est la poésie surréaliste. Et je serai accompagné par Valentine, Valentine du conte Lire dans la mansarde. Alors Valentine, en 2 mots peut-être présente-toi, dis-nous ce que t'aimes comme littérature, quel type de livre te fait plaisir, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ton compte Instagram également? Bonsoir, du coup, donc moi c'est Valentine et j'ai le compte Instagram Lire dans la mansarde. Et c'est vrai que le mouvement surréaliste, la poésie, mais de manière plus générale, est mon mouvement sans doute préféré. Néanmoins, on trouve pas que ça. On trouve beaucoup de poésie et pas mal de bouquins, je dirais, de niche, un peu trash, un peu méconnus, que j'aime bien mettre en avant. Voilà, Ouais, c'est vrai que Valentine a des goûts très pointus, très particuliers, très poussés, avec une vraie esthétique, assez punk aussi, on peut le dire. On le voit d'ailleurs dans complètement. ton décor. Complètement, c'est derrière, voilà, Ouais. c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, si vous aimez, le thé matcha, le cosy et tout, ne passez pas chez Valentine. Par contre Sûrement pas, il y a ouais, grosse risque de trauma massif. ouais, voilà. Et alors toi donc, tu adores le surréalisme. Or, moi, c'est un mouvement littéraire que je trouve, assez mauvais. Et je te propose de te donner une définition du surréalisme pour commencer. Après, tu me donneras peut-être la tienne et puis, et ensuite on commencera les joutes, si ça te va bien. Complètement, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc le surréalisme, c'est un mouvement poétique et artistique né au début du XXe siècle, fondé sur la volonté de libérer l'esprit de la raison et de la morale et du contrôle conscient, en fait. L'idée, principale, du surréalisme, c'est de laisser l'écriture automatique, c'est-à-dire un flux de pensée, c'est-à-dire on écrit exactement ce qui traverse notre cerveau. Donc ça, je dirais que c'est un petit peu l'éthique d'écriture. C'est une poésie qui, soi-disant, cherche à accéder à l'inconscient et à ce qu'il y a vraiment au fond de l'âme humaine, parce que vraiment, il y a pas de contrôle de la pensée, je dirais. Ou en tout cas, du conscient. Donc c'est le chef de pont de ce mouvement, c'est André Breton. C'est aussi un mouvement qui est quand même issu, il faut le dire culturellement, d'une réaction à la brutalité de la Première Guerre mondiale, Complètement, où ouais. vraiment il y a eu, ça a été très très chaotique, très brutal et tout, et vraiment il y a une volonté de libération qui est née de ça. Donc je dirais que les sources principales du surréalisme, c'est le rêve, l'inconscient, l'écriture automatique, la fulgurance, voilà, la révolte contre la logique. C'est un mouvement assez révolté, le surréalisme, je pense qu'on est d'accord. Et Révolutionnaire même presque, je pense qu'on peut le dire. ouais, voilà, il y a un petit peu de politique dedans, je pense. Et voilà, c'est voir la poésie comme un acte de liberté absolue. Voilà. Est-ce que tu as des compléments C'est une présentation, je pense, assez synthétique. Effectivement, ça fonctionne bien. Hem, je rajouterais peut-être quand même qu'il y a un avant-surréalisme, hein, ça sort pas de nulle part, parce qu'avant la Première Guerre mondiale, on a quand même, des gens comme Rimbaud, comme Apollinaire, qui essaient déjà de sortir, hein, du cadre traditionnel, en poésie. La versification cadrée qu'on a presque depuis 400 ans, donc ça n'est pas de rien du tout, et le catalyseur, tu l'as très bien dit, c'est la Première Guerre mondiale, où en fait on va avoir une destruction absolue des certitudes collectives, et ça s'appuie vraiment là-dessus. D'ailleurs, Breton, qui est le fer de lance du mouvement surréaliste, va rencontrer pas mal de ses comparses sur le front en tant que médecin. Du coup, et puis ils vont commencer à se connaître à ce moment-là, et ils vont même se dire des poésies de Maldoror. Enfin, ils vont parler des champs magnétiques, ils vont se les lire, on en reparlera probablement, mais ça prend vraiment son ancrage là-dedans, et c'est un mouvement qui est profondément qui cherche à faire exploser les cadres littéraires, les cadres artistiques qui existent, les cadres sociétaux aussi. Donc il y a un aspect politique dès le départ qui va se Ouais, développer ensuite, qui est pas du tout anecdotique, et c'est un mouvement qui est révolutionnaire, qui est anticolonialiste, pacifiste. C'est très très dense. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle, moi je ne comprends pas
ton rejet total de ce mouvement qui est quand même assez profond et hyper intéressant et peut-être un peu méconnu maintenant. Ouais, alors puisque tu dis que c'est un mouvement profond, moi je vais te dire une phrase de Nietzsche qui ne, quand il ne parlait pas du surréalisme quand il disait ça. Mais j'aime bien cette phrase. Le surréalisme, pour moi, c'est une surface qui mime la profondeur. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que c'est le surréalisme? Pour moi, c'est une écriture paresseuse. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils écrivent tout ce qui leur passe par la tête. Par exemple, je vais vous faire un poème surréaliste. Le micro bleu se douche dans la rue effervescente. Voilà. Donc là, ça, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est facile. Et pour moi, il n'y a pas d'effort. Et la littérature, il doit y avoir un effort. On doit déverser son âme dans ces pages. Ensuite, là où la fraude du surréalisme est insupportable à mes yeux, c'est que ça singe le symbolisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Un symbole, c'est une représentation, en général une image, par exemple, et qui est porteur d'énormément de sens, de telle sorte que c'est très difficile d'épuiser tout le sens d'un symbole. Par exemple, je vais prendre un exemple d'un symbole très fort, très connu, le feu. Le feu, ça peut représenter la violence, ça peut représenter la passion, ça peut représenter le désir, ça peut représenter plein de choses. Et donc, si on fait un poème et qu'on utilise le feu, on utilise l'image du feu, ou même dans de la prose, pour donner toute cette connotation à ce qu'on écrit. Et je trouve que le surréalisme, pardon, c'est un mouvement dans lequel on sort des images comme ça, on essaie de nous faire croire qu'elles ont un sens, que l'accumulation de ces images arbitrairement trouvées ou trouvées par le hasard, on essaie de nous faire croire que ça a un sens. Moi, je trouve que c'est un espèce de patchwork souvent mal construit. Et en gros, pour moi, le surréalisme, c'est le désigual de la littérature. Donc, c'est quelque chose de très laid, Ah, ça c'est qui bas, ressemble à rien c'est si et qui est bas, très moche. Vas-y. c'est terriblement bas. Je vais te répondre en 2 temps parce qu'il y a 2 points. Il y a le côté effort. Alors moi, je suis pas du tout d'accord avec toi, mais ce serait un autre débat sur le fait qu'il y ait besoin d'un effort et d'un énorme effort pour écrire pour que ce soit valuable. Je pense pas qu'on mesure la beauté d'une œuvre à l'effort qu'il a fallu pour la produire, et je pense qu'il est même très difficile d'évaluer l'effort qu'il a fallu pour la produire. Moi, je pense qu'on évalue la beauté d'une œuvre de manière individuelle par ce qu'elle nous fait en termes d'émotion. Et peut-être qu'on reviendra là-dessus pour toi sur ce que se fait ou ne fait pas le surréalisme. Par contre, il y a quelque chose qui me semble fondamental et qui est au centre du surréalisme, qui est quand même un mouvement organisé sur des bases, avec un manifeste, avec des outils dont on reparlera peut-être. Une phrase qui a été dite... Je peux me permettre? Vas-y, je t'en prie. Je trouve que pour un mouvement qui prône la liberté totale, c'est un mouvement qui est hyper organisé, quoi, et hyper formalisé. Alors, ce sont des échanges et il y a un manifeste parce que c'est un mouvement politique. Et ça, c'est important aussi. Mais pour revenir sur l'effort, Lautréamont, donc, a écrit Les Chants de Maldoror et qui est considéré comme le premier ouvrage surréaliste qui a été écrit et qui a été redécouvert d'ailleurs par les surréalistes, a écrit quelque chose qui, moi, me parle beaucoup et qui a été au centre Attends, de la... excuse-moi, est-ce que Lautréamont, tu peux le situer dans une époque par Grosso rapport aux modo, c'est surréalistes? un siècle avant, grosso modo, Lautréamont, Les Chants de Maldoror. Voilà, c'est un bouquin en prose magnifique où il y a déjà une écriture considérée comme surréaliste. Après, c'est très tendre. Et de quoi parlent les Chants de Maldoror en 2 secondes? Les Qu'est-ce que Chants de c'est? Maldoror, c'est grosso modo une interrogation de la religion catholique et de ce qu'elle fait aux sociétés humaines, de la place du mal et de d'où vient le mal. Est-ce que c'est quelque chose qui vient du démon, du diable? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné à l'humain? Et on suit Maldoror, qui est en fait le diable envoyé sur Terre, qui va décrire les sociétés humaines et les comportements humains. Donc c'est très glauque, c'est très sombre, c'est un peu agressif et difficile à lire. Quoi qu'il en soit, Isidore Ducasse, qui est donc le nom de l'auteur, qui a pris comme pseudonyme Lautréamont, nous dit la poésie doit être faite par tous, et pas par un, et pour tous. Et c'est ce que reprennent les surréalistes. Donc la notion d'effort, si tu veux, et moi je suis assez d'accord avec ça, sur le fait que la poésie, pour moi, qui peut paraître comme quelque chose de très compliqué à faire quand tu veux faire des rimes, quand tu veux respecter les pieds, quand tu veux répondre aux règles de la versification, tout de suite tu es très écrasé par ça.
La poésie surréaliste, avec tous les outils qu'elle utilise, et notamment l'inconscient, l'écriture automatique, le cadavre exquis, où il y a une notion de collectif, elle permet à tout un Excuse-moi chacun Valentine, je me de... permets Oui. de t'interrompre, mais qu'est-ce que c'est qu'un cadavre exquis, s'il te plaît? Alors, je vais terminer sur cette phrase et après j'explique. Donc effectivement, ça permet à tout à chacun d'écrire de la poésie. Et en fait, après, cette poésie, elle est écrite, elle est éventuellement dite, elle est potentiellement lue, et on voit ce que ça produit sur les gens qui la reçoivent. Mais la notion d'effort, pour moi, ne rentre pas en compte du tout là-dedans. Alors, un cadavre exquis, ça a été justement mis en place par les surréalistes. Vous prenez une feuille, vous écrivez ce qui vous passe par la tête ou quelque chose qui est réfléchi, peu importe. Vous pliez après la feuille, ce qui fait que la personne d'après ne sait pas ce que vous avez écrit, et vous la faites passer à plusieurs participants. Et donc à la fin, on regarde et on a des choses qui proviennent de différents esprits qui vont s'articuler ensemble et qui vont créer de la signifiance à partir d'un mécanisme qui n'est pas fait pour en produire à la base, puisque normalement, si tu fais l'exercice en voyant ce qu'a fait l'autre, tu es influencé par ce qu'il a écrit. Donc forcément, ça va se retrouver dans ce que tu réponds, dans ce que tu ajoutes à la fin. On peut le faire avec du dessin aussi. Et c'est un des outils des surréalistes. Il y a aussi l'écriture automatique où là, effectivement, on laisse son flux de pensée. Et je ne sais pas si tu as déjà essayé de le faire, c'est pas si simple que ça, puisqu'on parlait d'effort. C'est pas pratiquer Je l'écriture trouve ça automatique. simple. Alors moi, je trouve que le petit poème que tu nous as sorti tout à l'heure n'était pas dénué d'intérêt. Tu vois, Ouais, donc je voilà. pense que ça pourrait être pas mal. Tu as une sensibilité surréaliste qui couve en toi, qu'il faudrait peut-être exploiter. Il y a d'autres choses quand on sort, parce que c'est un mouvement littéraire, certes, mais très rapidement, ça va aller vers la photographie, vers la peinture, les collages, les ready-made à partir d'objets, les photomontages. Il y a plein de choses qui sont faites avec cette idée qu'on va aller chercher à agglomérer des choses qui proviennent de notre inconscient. On fait des associations un peu inconscientes et ça produit de la signifiance ou pas. D'accord. Et alors, peut-être que là, ça fait un petit moment qu'on parle du surréalisme, mais est-ce que tu aurais un exemple à nous lire Oui, bien d'une sûr. strophe ou un petit poème surréaliste Ouais. pour que les gens puissent aussi se faire leur Pour que tu propre te roules opinion? par terre déjà, si tu veux. Non, non, mais Je vais en lire un de Robert Desnos et après je répondrai sur le symbolisme parce que je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu as dit là-dessus. Je sais que tu d'accord. détestes Death Note, Death c'est Note. une fraude totale, mais je vous laisse le découvrir. Alors, j'en ai pris un cours pour que tu souffres pas trop longtemps. Donc voilà. Le gosier sec et les tempes mouillées comment crier, hurler, dire le mot simple de passe, mais secouer la grille tendre, le poing et serrer la gorge, c'est encore possible. Le gosier sec, mais nous boirons, les tempes mouillées sécheront au beau soleil. Il ne sera plus nécessaire de dire un mot pour passer. Nous brisons la serrure et la clé, et encore la porte, et tout sera simple et facile, et si nous ne réalisons pas ces projets, d'autres hommes dans les années futures les réaliseront. J'ai choisi celui-là parce qu'on a l'idée même du manifeste Attends, juste. réaliste dedans. Ouais, voilà. Bon, je crois que j'ai convaincu le public à ce stade-là. Pas C'était forcément. vraiment de la fraude. Non, bon, je rigole. Ce que je veux dire, c'est moi, j'adore la poésie. C'est ma forme littéraire préférée. Par contre, je suis ultra attaché au formalisme de la poésie, Oui, c'est-à-dire et les strophes. c'est ça qui pose souci pour toi, mais celui qu'on a choisi pour la fin, on en rediscutera parce que c'est parfois usé aussi et détourné. Ouais, alors, je finis sur les strophes. En fait, pour moi, la musicalité de la langue dans la poésie, elle vient de la structure. La structure, c'est quoi? C'est le nombre de pieds. C'est souvent 8, 5, 12. Et 12, c'est l'alexandrin, qui donne une rythmique. Et ensuite, il y a des rimes. Idéalement, ce sont des rimes riches. Et donc, ces rimes donnent une musicalité. Donc, il y a une rythmique et une musicalité, ce qui fait que c'est un peu de la langue musicale. Je vais vous donner un exemple avec un passage d'un poème de Baudelaire que j'adore. Cieux déchirés comme des rêves, cieux déchirés comme des grèves, en vous se mire mon orgueil, vos vastes nuages en deuil sont les corbillards de mes rêves, et vos lueurs sont le reflet de l'enfer où mon cœur se plaît. Et là, je trouve que on a tout, c'est-à-dire on a la musicalité, la structure, le sens. C'est un petit peu fou quand même. Donc il y a quand même ce grain de folie, parce que moi je trouve que le surréalisme, c'est un peu de la folie non maîtrisée. Je trouve que c'est important d'avoir de la folie dans la littérature, mais il faut qu'elle soit rattachée quand même à quelque chose qu'on puisse comprendre. Et je trouve que dans le surréalisme, il y a ce côté un petit peu nombriliste et auto-centré de l'écrivain qui se dit je vais écrire un texte, il y a que moi qui comprendrai ce que ça veut dire, et le reste je m'en fous un peu.
Voilà. Est-ce que sur la structure, tu as quelque chose à dire peut-être? Ou est-ce que sur cet aspect nombriliste aussi, tu as quelque chose à Alors répondre? oui, alors je vais peut-être te répondre. Il faudra qu'on revienne au symbolisme. Fais-moi penser à revenir au On symbolisme reviendra parce au que c'est symbolisme. hyper intéressant. Je pense que je vais te répondre en te donnant déjà ce que Breton en dit de la fondation du surréalisme. Et puis après, Donc Breton, c'était le médecin père fondateur du surréalisme. oui, Voilà. lui c'est vraiment et d'ailleurs bon, il a fini détesté par tous ses copains et copines du mouvement. Donc ça aussi c'est hyper intéressant. Sur le côté nombriliste, enfin là je pense que je te donnerai le point. Et puis je te lirai un poème de Joyce Mansour aussi parce que il y a vraiment une grande diversité et peut-être que ça te plaira plus. Donc ce qu'il en dit lui et ce qu'il va répondre en fait à ce que tu dis, parce que ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, ils veulent aller contre ça et ils le font. Donc Breton nous dit, le surréalisme, qu'est-ce que c'est? C'est un automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Donc ça vire complètement, tu vois, ce côté, le cadre, les règles, il faut que ce soit beau, il faut qu'il y ait un effort. Ce n'est pas du tout, si tu veux, le projet. Donc moi, je comprends qu'on n'adhère pas. Après, ce qui me Alors, semble juste là-dessus aussi, pour l'idée, cette règle-là de Breton qui est très intéressante et qui est au cœur du surréalisme, encore une fois, il faut le ramener à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, ça a été un traumatisme énorme, ça a été la fin du rêve du progrès. C'est-à-dire que les gens, à partir de là, ils ont arrêté, ils sont devenus nihilistes. Et toute la littérature qui suit la Première Guerre mondiale est souvent extrêmement nihiliste, extrêmement libertaire d'une certaine façon, anarchiste aussi. On peut évidemment penser à Céline qui est comme ça. Et voilà, et c'est vraiment le surréalisme est un mouvement qu'on ne peut pas décorréler de absolument l'époque dans pas. laquelle il Oui, est né, ouais, quoi. ouais. Voilà. Et maintenant, nous, tu vois, on le reçoit aussi en 2025 avec un bagage qui est celui de l'étude de la poésie classique, de la lecture de la poésie classique. J'ai trouvé que ce que tu disais, c'était hyper intéressant parce que moi, j'aime énormément Baudelaire. Mais depuis que j'ai vraiment fouillé la poésie surréaliste, je suis beaucoup plus sensible à la poésie surréaliste qu'à la poésie de Baudelaire, justement parce qu'il n'y a pas de versification. Et c'est hyper intéressant parce que pendant des décennies, j'ai été très, très touchée esthétiquement par la versification et par le mécanisme de la versification, et c'est passé après. Alors je te propose de te lire un petit poème de Mansour, parce qu'on connaît beaucoup moins bien les poétesses surréalistes, on parle beaucoup des surréalistes, et il y avait beaucoup d'hommes, mais il y avait aussi beaucoup de femmes qui ont produit des choses qui, moi, me touchent énormément. Mansour, c'était donc une Joyce femme. Mansour. C'est une anglaise? C'était une Non, française? non, C'est quoi elle est son histoire? française. Elle est française. C'est vrai que son nom laisse penser, mais si, elle est française. Et voilà, il y a aussi des peintres, des photographes. On en reparlera peut-être à la fin. Allez, vas-y. Alors, j'en lis un. Je vais pas te harceler non plus tant, quoi. Nous vivions englués au plafond, suffoqués par les vapeurs rances exhalées de la vie quotidienne. Nous vivions, rivés aux plus basses profondeurs de la nuit. Nos peaux séchées par la fumée des passions, nous tournions autour du pôle lucide de l'insomnie, jumelés par l'angoisse, séparés par l'extase, vivant notre mort dans le goulot de la tombe. Donc là, tu vois, il n'y a pas de pied, il n'y a pas de Non, rime. mais Et moi, je trouve que il y a une musicalité terrible là-dedans. c'est là que je vois, Valentine, que tu es une terrible contradictrice parce que Joyce Mansour, en fait, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que elle est pas non plus si détachée du sens que ça. Elle est C'est-à- viscérale et effectivement, ouais. elle crée du sens. Alors pas sur tous ses poèmes, mais elle en crée plus que En d'autres. fait, ce poème-là de Joyce Mansour, ça pourrait être la description d'un cauchemar, par exemple. Donc, Complètement. il y a des parties qui sont un peu tirées par les cheveux, comme dans un cauchemar et tout, mais malgré tout, on voit l'image qui se peint. Et je trouve que ça fonctionne bien. Il y a là Joyce Mansour comme ça là, elle me fait un peu penser à Allen Ginsberg. Je sais pas si tu es d'accord, mais en tout, qui Bien, est un ouais. poète plus tardif de la Beat Ouais, ouais, Generation, je donc suis tout à fait d'accord. un Mais mouvement la Beat américain Generation a beaucoup pris aussi dans les dans le surréalistes. surréalisme. Et c'est un mouvement qui est un peu oublié maintenant, mais qui a marqué. Mais tu vois, ce Ouais. que je trouve intéressant, c'est qu'on est vraiment sur la réception. Ce que tu dis sur le rêve et le cauchemar, c'est hyper important parce qu'on est quand même sur l'exploration de l'inconscient. Et ça, c'est un truc qu'on aime tous. Quand on fait des rêves ou des cauchemars, on se réveille le matin, on a envie de comprendre la signifiance qu'il y a dedans, alors que ça part dans tous les sens. Et des fois, on en trouve, des fois, on n'en trouve pas.
Des fois, tu vas raconter ton rêve à quelqu'un, il va y trouver un sens que toi, tu n'y avais pas vu. Et en fait, le surréalisme, c'est ça. Ils te sortent des trucs comme ça. Il y a des gens sur qui, moi, il y a des trucs que je déteste. Hein. Ça va marcher à fond, je vais voir une signifiance terrible, ça va me percuter esthétiquement. Et d'autres poèmes, non. Et d'autres personnes, non, tu vois. Donc, on n'est pas sur... il n'y a pas un enjeu d'être bien reçu, si tu veux, par rapport à C'est le d'autres. nombrilisme. C'est le nombrilisme. Alors, non, C'est moi, ce je que pense pas que j'appelle ce le soit du nombrilisme. nombrilisme. Non, mais Non, non, non. pour moi, l'écrivain, moi j'ai une vision assez obtuse des choses, hein, on est d'accord. Je Ah, suis ça, on pas, est parfaitement ouais, d'accord, t'es ouais. hyper obtus. Je suis assez obtus. En plus, je suis têtu. Ouais, Et, complètement. Un âne batté. ouais, voilà. Et en fait, pour moi, l'écrivain, il doit puiser dans sa douleur, dans son sang, dans ses tripes, dans son histoire, dans son vécu, dans son passé, son récit qui doit nous mettre d'une façon ou d'une autre dans un livre qui peut avoir plein de formes différentes. Ça peut être un poème, ça peut être un roman, ça peut être des fables, ça peut être ce que vous voulez. Mais que ce récit, il en puise l'essence et que ça se rattache à l'espèce de grande âme collective humaine. Et je trouve que l'exercice surréaliste, c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire, on n'essaie pas de tendre vers l'universel, d'une forme d'universel, on essaie de tendre vers le moi, vers le jeu, vers le narcissisme, vers ça. Alors, Et je pense qu'il y a des très grands écrivains narcissiques dans d'autres mouvements, mais qui arrivent à toucher l'universel dans leur narcissisme. Alors que c'est un peu compliqué, mais en gros, eux, ils ne font pas ça, quoi, les surréalistes. c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que, alors, si on n'aime pas trop les surréalistes, moi j'adore les surréalistes, mais même j'adore aller voir ce que Frida Kahlo, qui est considérée comme rattachée au mouvement surréaliste du point de vue de la peinture, même si elle s'en est toujours défendue, dit des surréalistes, et notamment de Breton. Elle le traite de cancrelats, elle les traite de petits bourgeois intellectuels nombrilistes, Je suis d'accord avec elle. tu vois. Mais je une pense grande que femme, une grande dame, cette très grande Frida dame, Kahlo. enfin, j'apprécie énormément, évidemment, tu t'en doutes. Mais on est toujours, de toute façon, nombriliste. Moi, ce que j'apprécie dans ce mouvement-là, c'est que oui, on a des gens qui, évidemment, sont des artistes, sont globalement torturés par la guerre, sont aussi centrés sur un collectif. C'est passionnant le mouvement surréaliste parce qu'ils s'engueulent tout le temps. Et quand ils s'engueulent, j'ai dire que ça te plairait, et ça part ça part très très loin. Pour te donner un exemple, parce que ça, je pense que ça te plaira, Breton va sortir un premier pamphlet en 1924 lors de la mort du coup d'Anatole France, qui est considéré par les surréalistes comme vraiment le pire de ce que la littérature C'est le pire raseur de l'histoire de la littérature, ce mec. Il y a 300 lycées et collèges d'Anatole France. Personne ne lit ce mec parce qu'il est trop chiant. Vas-y. À l'époque, tout le monde le lisait et c'était vraiment l'écrivain type. Non, mais alors attends, excuse-moi, je fais une parenthèse. Les surréalistes sont à mes yeux d'exécrables poètes. Ce sont d'excellents. Par contre, ce sont d'excellents critiques littéraires. Parce que ils ont déterré de derrière les fagots. Tout le monde l'avait oublié. Lautréamont, qui est un écrivain génial. Moi, j'ai lu la moitié des Chants de Maldoror. En fait, ça s'appelle les Chants de Maldoror parce que c'est une forme littéraire particulière qui est d'espèces de chants. Ce sont 5 chants, ouais. 5 chants, moi j'en ai lu 2,5, je crois. Mais tu sais, j'aimerais bien lire un tout petit extrait après, quand tu auras fini ton développement, juste pour qu'il sache un peu. Je finis sur Maldoror. Et ils ont découvert ce type qui est lourd, qui est un peu indigeste, mais qui est un génie quand même absolu de la langue. Ils ont eu raison sur Anatole France. Ils ont eu raison sur Apollinaire. Il y a beaucoup de monde sur qui ils ont eu raison et je suis totalement d'accord avec eux. Maintenant, je pense qu'ils auraient dû continuer de faire de la critique et que de la critique. Vas-y, dis ton passage. Alors, je te dis un petit passage et puis après, je t'expliquerai cette histoire du manifeste sur Anatole France parce que moi, je suis d'accord avec toi. Ils ont une critique aussi des mouvements artistiques précédents et même autour d'eux qui est vraiment fascinante. Je vais t'en lire 2. Alors, un qui est très court, c'est au tout début du bouquin. Au tout début du bouquin, il faut savoir que Ducasse, il s'adresse directement au lecteur. Donc, c'est assez... Donc, Ducasse, c'est les Chants de Maldoror. Lautréamont, c'est le surnom de Ducasse. Voilà. Et ça, à l'époque, il faut se dire que c'est complètement novateur. Donc, il dit « J'établirai dans quelques lignes comment Maldoror fut bon pendant ses premières années où il vécut heureux. » 2 points, c'est fait. Je trouve ça génial. Ça, c'est génial. C'est génial. Et après, il prévient le lecteur. Hein. C'est au tout début du premier chant sur ce qu'il va lui dire après. Il y en a qui écrivent pour rechercher les applaudissements humains au moyen de nobles qualités du cœur que l'imagination invente ou qu'ils peuvent avoir. Moi, je fais servir mon génie à peindre les délices de la cruauté.
il est hyper frontal effectivement là-dedans et plus loin, il va te dire: «Je me propose sans être ému de déclamer à grande voix la strophe sérieuse et froide que vous allez entendre. Vous, faites attention à ce qu'elle contient et gardez-vous de l'impression pénible qu'elle ne manquera pas de vous laisser, comme une flétrissure, dans vos imaginations troublées». Ouais, alors Ducasse, c'est génial, donc c'est ce que tu viens de lire. Incroyable. C'est 100 ans avant le surréalisme. C'est lui qui Exactement. porte en lui, je dirais, la graine qui créera le surréalisme plus tard. Et Ducasse, il écrit très très bien. C'est une littérature très organique, Ouais. très trash. Très, très trash. Enfin, Très c'est trash. impressionnant à l'époque, ça sort complètement de tout, quoi. Non, mais on croit que le XXe siècle a tout inventé. Le XXe siècle n'a rien inventé. Le trash existait avant, l'exploration de l'inconscient existait avant, tu vois. On est d'accord là-dessus. En fait, la littérature, c'est des grandes répétitions dans C'est des l'histoire. répétitions. Après, c'est vrai que tu as quand même la psychanalyse qui naît aussi à cette période-là Qui et naît, voilà, qui va. Et donc, oui, et d'ailleurs, la psychanalyse est truffée de concepts grecs. Donc, ouais, voilà, juste donc pour. ça se réinvente encore et encore. Tout se réinvente tout le Et temps, ouais. donc, pour finir sur les pamphlets, parce que tu as raison, il y a, pour ceux qui seraient pas forcément sensibles à la poésie surréaliste ou à la littérature surréaliste ou même à la peinture, voilà, au cinéma, le mouvement lui-même est une source infinie c'est extrêmement drôle. Enfin, à l'époque, c'est pas drôle pour eux, mais de suivre ce qui s'y est passé. Donc, tu as ce premier pamphlet qui sort sur la mort d'Anatole France qui s'appelle Un cadavre, qui fait un scandale absolu parce que là, ils enterrent une seconde fois Anatole France. Enfin, tout le Il y monde a ce pète les côté plombs. Complètement. blasphémateur des mouvements jeunes, des Ah oui, mouvements politiques. Ça, c'est très comme ça, oui, quoi. oui. On Et veut puis blasphémer, on veut attaquer l'icône de notre voilà, époque, c'est on veut. ça. Ouais. Et tu disais qu'il y avait une fraude. Et en fait, pour qu'il y ait une fraude, il y a une organisation pour obtenir quelque chose. Et là, en faisant ça, de toute façon, ils se coupent déjà, pour la plupart d'entre eux, d'une possibilité d'avoir une vraie carrière littéraire, d'être publiés autant qu'ils voudraient. Enfin, ils se tirent un peu des balles dans le pied, mais ils s'en foutent, tu vois. Et moi, j'aime bien ce côté-là. Et Breton est quand même C'est assez déjà punk, tyrannique. en fait. C'est déjà punk. C'est assez punk, les surréalistes, même si ça reste parisien, bourgeois et tout. Breton est quand même un tyran dans la manière de gérer son mouvement. Ça, c'est très clair, il faut le dire. Enfin, ils se battent. Il se bat avec Tristan Tzara. Ils organisent des procès entre eux. Enfin, c'est une catastrophe. Et il y a un second manifeste. Non, mais ça, c'est un paradoxe énorme quand C'est même. fascinant. Faut quand même qu'on s'y arrête 2 secondes. C'est un mouvement qui est quand même basé sur la liberté, le lâcher prise, l'écriture automatique et tout. Et c'est une guerre de chapelle et on te dit ce que tu dois faire, quoi. Alors non, justement, on te dit pas ce que tu dois faire, mais comme tout le monde s'exprime et comme tout le monde est à fond, ça se frictionne à mort. Et comme personne veut lâcher son truc, eh ben ils y vont à fond dans l'engueulade, si tu veux. Et la parole étant tellement libre que ça va très très loin. Donc il y a un second manifeste qui est publié en 1930 par tous ceux que Breton a exclus de son mouvement, notamment Prévert, Desnos, Queneau, où là ils vont. Prévert, quoi. Moi j'adore Prévert. Quel poète de merde. C'est pas possible. J'adore Prévert. Mais de toute façon, on n'est jamais d'accord là-dessus. Ouais, depuis qu'on s'est rencontrés avec Valentine, on a été d'accord sur quoi? Une catastrophe sur Ouais. 2-3 trucs, mais je m'en souviens pas tellement Même pas, c'est je anecdotique, tu vois. Et donc, tu vas adorer ce qu'ils disent sur Breton, puisque là, ça s'appelle de nouveau Un cadavre, et cette fois-ci, ils enterrent Breton comme on avait enterré Anatole France. Ils disent de lui qu'il est hypocrite, faux, frêne, pélotard. Alors, si quelqu'un dans les commentaires nous trouve la définition de pélotard, moi, j'ai pas trouvé, j'ai cherché. Pélotard, ça doit être une vieille insulte, j'ai pas réussi à trouver. Sacristain, et pour tout dire, flic et curé. Donc, c'est fascinant parce que flic et curé, c'est flic génial. et curé, on retrouve aussi tout ce contre quoi ils se battent, si tu veux, là-dedans. Faut dire quand même un mot sur le truchement avec le politique, puisque Aragon et Breton vont se rapprocher du Parti communiste aussi assez rapidement, et c'est probablement ce qui les perd en tant que mouvement artistique, parce que on a un mouvement artistique qui se veut en rupture, qui se veut révolutionnaire, qui se veut total. Quand tu te rapproches d'un mouvement politique qui est déjà très très organisé, forcément, t'as pas les mêmes moyens d'action. Ça se passe très mal. Sur le mariage art politique, moi, je considère que c'est toujours un très mauvais mariage. Généralement, ça se casse la gueule assez vite. Ça se casse la gueule, et l'art est infiniment supérieur à la politique, à mes yeux. Et en gros, quand on fait de l'art politique, on dégrade l'art. En tout cas, c'est ma vision. C'est exactement ça. Enfin, du côté, eux trouvent que ça va pas assez loin. De l'autre côté, ils trouvent que l'art n'a aucun intérêt dans le politique. Enfin, et c'est ce qui enterre un petit peu le surréalisme, qui trouvera un second souffle quand il est récupéré et digéré par la bourgeoisie, ce qui est le cas de tous les mouvements artistiques, après la Seconde Guerre mondiale, notamment parce que ça s'est
fortement diversifié que le cinéma, la peinture, la photographie. Justement, ça fait plusieurs fois que tu l'évoques. Est-ce que tu peux nous donner vraiment quelques mots sur les grands artistes qui sont pas dans la poésie surréaliste, mais qui sont par exemple dans la photographie surréaliste? On peut penser à Man Alors, Ray. oui, il y a Man Ray qui est le plus connu, je pense, en termes de photographe. Il y a Dora Maar, pour citer des femmes Et reconnues. Lee Miller. Visuellement, qu'est-ce qu'on voit dans ces choses-là? Eh ben, c'est exactement la même chose. On cherche à représenter l'inconscient, donc tu vas avoir des superpositions d'images, tu vas avoir beaucoup de travail sur des objets qui sont associés les uns aux autres, qui normalement fonctionnent pas ensemble. Tu vas avoir des sculpteurs, par exemple, t'as Giacometti. Les peintres, on a très connus Dali, Magritte, Chirico, Frida Kahlo, Picabia. Bon, moi j'aime tous ces Parce artistes. que pour moi, le surréalisme a un sens visuel énorme. Parce que c'est des morceaux de cauchemar à chaque fois. C'est incroyable visuellement ce que ça peut rendre. Et moi, j'adore Man Ray et je vous conseille d'aller sur Google et de regarder ce que fait Man Ray. Si vous avez la chance d'avoir des expositions Man Ray près de chez vous, allez-y. Et je trouve que c'est assez dingue. On peut aussi penser à Dali, je pense, d'une certaine façon. Je suis d'accord avec toi. Hein. C'est pas forcément de cauchemar, mais pour le coup, là, tout de suite, tu vois, sur la peinture, la photo, le cinéma, l'inconscient passe beaucoup plus, je trouve. Moi aussi, je trouve. On a, alors, par exemple, si on regarde les Man Ray ou Louise Buñuel en cinéma, je trouve que c'est là où voir un Man Ray, c'est vraiment, c'est une espèce de transe esthétique. Mais je trouve que la poésie le fait aussi, mais elle est peut-être plus difficile à recevoir parce qu'on n'est pas touché aussi facilement, potentiellement, et pas par la même chose. Tu vois, toi, t'aimes bien Joyce Mansour et tu détestes Death Note. Tu vois, je déteste Death Note. Et il y a énormément d'auteurs. On va peut-être reparler quand même du symbolisme parce que ça fait au moins 20 minutes qu'on est censé le faire. Et ce que tu disais. Donc pour moi, je rappelle en 2 mots, pour moi, le surréalisme est un symbolisme vide, c'est-à-dire que ça utilise des images, sauf que à la différence du symbolisme, ce qu'on en va puiser, c'est l'essence de l'image. Je reprends l'exemple du feu. Le feu, ça symbolise l'amour, la passion, la violence, la guerre, tout ce que vous voulez. Et donc, à partir de cette symbole, on l'exploite dans le texte. Et pour moi, le surréalisme, c'est un faux symbolisme. C'est un symbolisme vide. C'est-à-dire que ça va utiliser des images qui n'ont pas forcément de symbolique forte. Ça va les associer de façon arbitraire. Et ça va faire un patchwork un peu malade, que j'aime pas beaucoup. Un truc mal associé. Pour moi, c'est l'équivalent esthétique de Desigual pour la mode. Donc voilà, vous voyez ces manteaux abominables. Prochain secret de Santa, je t'offre un truc Desigual. Eh ben je le foutrai au feu direct. Et donc voilà, pour moi, le surréalisme, c'est le Desigual de la littérature. Ah, c'est fou. À cause de ce symbolisme raté. Écoute, alors le symbolisme, c'est hyper intéressant d'en parler associé au surréalisme parce qu'ils ont quand même pas mal de choses en commun. Le côté très mélancolique, très pessimiste, ils l'ont en commun. L'utilisation du rêve, l'utilisation du symbole, quoi que tu en dises, je vais te donner un exemple. Par contre, ce qui est très très différent, c'est que le symbolisme va beaucoup chercher dans le symbole religieux et la mythologie, que ce soit la mythologie très ancienne ou plus récente. C'est religieux aussi, la mythologie, d'une certaine façon. Ce que ne fait pas du tout le surréalisme, puisqu'ils sont profondément agnostiques ou athées. Ça dépend, mais vraiment tous. Et c'est inscrit dans le mouvement. Par contre, moi, je trouve qu'il y a du symbolisme qui est différent, presque un symbolisme que je qualifierais de plus populaire dans le surréalisme. Alors, j'ai une phrase, moi, que j'adore. C'est bien connu que les prolos du monde entier ont lu du surréalisme. Moi, c'est ça un peu, la fraude, elle est là, quoi. Alors, non, pas du tout. On dit qu'on est populaire, mais personne du peuple nous lit, donc à un moment donné, est-ce qu'on est populaire ? Pour te donner, c'est pas qui va lire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait et le programme du surréalisme. Comme je te le disais tout à l'heure, la poésie doit être faite par tous et pour tous. Rien que ça, pour moi, ça justifie parfaitement l'existence du mouvement et c'est complètement antinomique avec un élitisme bourgeois. Alors que pour moi, la poésie, elle peut être aimée par tous, mais tous ne peuvent pas la faire. Alors ouais, mais il y a une aristocratie, le poète est un homme touché par les dieux ou une femme touchée par les dieux. Il y a d'excellentes poétesses également qui est touchée par la grâce divine à mes yeux. Et en fait, t'en as deux ou trois par siècle, pas beaucoup plus. T'as évidemment Baudelaire, t'as évidemment Apollinaire, t'as évidemment Rimbaud. Et eux, c'est des génies absolus, quoi.
Voilà, et je crois au génie. Mais alors Et pour moi, ça, les surréalistes, c'est les crapauds dans la ah mare les qui crapauds! regardent passer les colombes et qui disent on va faire pareil. Mais non, on ne ferait pas pareil, gars. Non, écoute, moi on sera jamais d'accord là-dessus et ce serait l'objet d'un autre débat, mais pour la petite anecdote, c'est hyper intéressant parce que le cadavre exquis ou l'écriture automatique, ce sont des outils qui sont utilisés dans les ateliers d'écriture avec des personnes qui ont du mal à écrire, soit parce qu'elles commencent à apprendre le français, soit parce qu'elles ont des difficultés Oui, oui, c'est d'expression, des débutants, soit parce bah, que bien sûr c'est un et mouvement oui. littéraire de débutants. Non, justement, je trouve ça hyper intéressant qu'on ait des outils qui permettent à des gens qui ne se sentent pas la légitimité d'écrire ou les capacités d'écrire, de produire quelque chose qui va leur plaire, de produire un poème court qui va leur plaire. Je trouve que ça, en soi, c'est d'une beauté absolue et que ça Oui, justifie en soi dans ce cas-là, le c'est un mouvement. instrument pédagogique qui est bien, qui est utile. Bah, parce qu'on n'est pas Tu peux d'accord jouer sur le avec tes fond, si enfants tu au veux. cadavre Toi, exquis tu si tu veux. considères qu'il faut un certain niveau que tu Ouais. vas définir de plein de manières pour Mais écrire, pas moi. Moi, je pense que attends, parce que n'importe qui c'est doit vrai pouvoir dans toutes écrire. les formes d'art, hein. C'est vrai dans toutes les formes d'art. Par exemple, un grand danseur, c'est pas le mec qui passe dans la rue, qui fait 3 Mais mouvements, parce qu'on qui sont n'évalue pas. inspirés par le vent et machin. C'est quelqu'un qui a bossé toute sa vie, c'est quelqu'un qui a tout appris, Alors, qui a tout il y a digéré, qui comment a est-ce qu'on considère l'excellence? Comment est-ce qu'on quantifie l'excellence en littérature, en danse, en cinéma, ce que tu veux. ouais, Par contre, en peinture également, en en peinture, musique, ouais. mais moi, c'est pas là, on n'est pas sur qu'est-ce qu'est l'excellence. Et on va pas rentrer dans le débat de qu'est-ce que l'art, mais pour moi, n'importe qui, tu vois, tu griffonnes sur un coin de table, bah, tu as déjà dessiné, tu as déjà fait de l'art. Tu écris 4 vers qui plaisent, qui plaisent pas, qui respectent la forme ou pas. Tu as écrit de la poésie, tu es poète. Oui, et là, tu Voilà. peux faire le concours de poésie de la RATP et avoir Mais ton peu poème à la importe, con dans le métro. mais peu Mais importe, moi, je tu parle de vois? Baudelaire, là. Bien sûr, mais pour moi, enfin, voilà, tout le monde est un artiste sur un tas de champs différents et je trouve ça fascinant. Pour revenir sur le symbolisme, parce que là, on pourrait débattre pendant des heures de ça et c'est pas le point du podcast. Il y a une phrase dans Les champs magnétiques, qui est le premier bouquin vraiment surréaliste qui a été écrit à 4 mains. Donc ça, moi, je trouve ça génial aussi. Qui dit: «Elle est assise dans les trains qui ne partent plus». Moi, c'est une phrase qui fait énormément de signifiance C'est pour très moi. beau, ouais, c'est très beau. C'est très beau. Mais pour moi, ça, c'est du symbolisme, par contre. Mais oui, c'en est, exactement, parce que le train, c'est un symbole qui est Du universel mouvement, presque, du du mouvement, voyage, du voyage, et tu as une opposition franche, le train ne part pas, il partira pas, et la nana est dedans et elle attend, ça crée quelque chose, tu vois. Et en fait, ça, c'est pas le cas pour tous les poètes et poétesses surréalistes, mais dans Les Champs magnétiques, ce n'est que ça. Et c'est le premier bouquin qui est vraiment centré sur l'écriture automatique, tu n'as que de ça. Est-ce Donc, que il y a tu peux beaucoup de lire un symbolisme. poème, peut-être, des Champs magnétiques, ou est-ce que Oula, tu bah as alors là, son je peux t'en lire, parce qu'en fait, je te montre à quoi ressemble mon bouquin. Tu vois, vas-y. c'est hyper à noter. Pour ceux qui écoutent l'épisode sur les plateformes de podcast, ouais, Ouais, pardon, Valentine a énormément à noter, c'est son bouquin, quoi. ouais, j'aime. Et donc, je te lis un extrait. L'équinoxe absolu. Lorsque l'on tourne le dos à cette plaine, on aperçoit de vastes incendies. Les craquements et les cris se perdent. L'annonce solitaire d'un clairon anime ces arbres morts. Aux 4 points cardinaux, la nuit se lève et tous les grands animaux s'endorment douloureusement. Les routes, les maisons s'éclairent. C'est un grand paysage qui disparaît. Je trouve Là ça assez aussi, beau, je trouve ça assez là, il y a beau. de la symbolique aussi. Mais moi, je pense, Vincent, qu'il faut se centrer sur l'émotion. Est-ce que ça me fait quelque chose ou pas? Des fois, c'est du dégoût que ça te fait ou de l'énervement, mais qu'il y a des trucs que tu pourrais aimer. Attends, excuse-moi, c'est de qui les Champs magnétiques, déjà? C'est Breton et Soupeau, ensemble, qui écrivent ça D'accord. à 4 mains. Moi, c'est mon ouvrage préféré, mais c'est aussi le plus représentatif. Et il y a du symbolisme dedans. Non, je reconnais que ce passage-là m'a plu. Après, en Oh général, là là. Breton, moi, je l'ai pas mal lu. Breton, je l'ai pas mal lu, ça me tombe des mains, quoi. Mais c'est fou parce que, mais après, il faudrait peut-être que tu essaies celui-ci. Je sais que tu détestes Paul Éluard. Moi, j'adore Paul Éluard et on a prévu d'ailleurs de Paul finir Éluard, son sur grand, Éluard. ouais, on fera un épisode sur lui. Son grand recueil de poésie, il a un titre incroyable. C'est La capitale de la douleur. Ouais, ouais. C'est Ben, je l'ai là magnifique. parce que c'est mon préféré, Et à quoi. l'intérieur, tout est nul. Oh non. Ouais, tu sais que moi, je le trouve tellement génial que je l'ai sur mon chevet et je le relis presque tous les soirs, tellement je trouve tout sublime dedans. C'est D'accord. incroyable. C'est... Mais le pire, ça reste Aragon. Mais bon, peu importe. Ah, alors, Aragon est très intéressant parce que c'est, après Breton, celui qui est le plus engagé dans le mouvement, tu vois. Et Aragon va s'en dédire.
pour écrire des romans absolument superbes après. Parce Comment que s'appellent ces romans cultes, s'il te plaît? moi je suis Aurélien, c'est juste. Enfin, tu l'as lu, je crois, Aurélien Non, d'ailleurs. j'ai pas lu rien. Il faut absolument lire Aurélien. Enfin, c'est un des plus beaux romans qui a été écrit, je pense. J'ai un très très bon ami qui s'appelle Aurélien en raison de ce roman. Mais oui, Je lui enfin, passe le bonjour d'ailleurs. Aurélien, Ouais. il y a une bascule au centre. Enfin, c'est d'une maîtrise. Et justement, c'est intéressant parce que Aragon a été un très très bon surréaliste. Enfin, vraiment, il a produit des choses magnifiques. Mais le surréalisme refusait le roman parce que le roman était considéré comme Comme bourgeois, et gna gna gna, oui, gna voilà, gna, ouais, c'était l'avatar ouais, d'un il y a truc un qu'on peu ce veut plus, quoi. côté adolescent qui me gonfle un peu dans les C'est un mouvements. choix, tu vois, Dans les mouvements qui revendiquent trop, moi je trouve qu'à un moment, il faut que tu arrêtes d'avoir des revendications, tu sors ton œuvre, et tu vois, on bah, est contre le c'est roman, on un est contre la choix. logique, on est contre... Oh Et là là, il y a un Aragon côté un peu... est très très déçu de ne pas pouvoir ouais, transformer avec le côté politique aussi. Et donc, il va sortir progressivement du surréalisme et écrire du coup ses romans. Ah ouais, bah voilà, tu ouais. vois. C'est mes quelques recueils de poésie. Et tu l'apprécies, Aragon, en poésie. Non, en poésie, je le trouve Oh, catastrophique. mais c'est terrible. Je le trouve catastrophique. Il est plein de, il a ce défaut ignoble d'être plein de bons sentiments, ce qui est une Ah, catastrophe moi, pour la écoute. poésie. Les grands poètes sont des salauds, comme Rimbaud. Rimbaud, c'est un gros salaud, comme Baudelaire. Ah, Breton est un beau salaud aussi, hein. Ouais, bon, Ouais. ben, on peut être un salaud et pas être un grand poète, mais on peut. Non, Mais voilà. c'est un très grand poète, tu as bien aimé ce que je viens de te dire. Bref, Aragon va prendre son envol un peu dans son coin pour écrire les bouquins, même s'il en a écrit des romans à ce moment-là. Enfin, c'était quand même assez libre, mais il sort du mouvement, mais il a énormément apporté dessus. Je crois que tu voulais terminer par une analyse d'un poème justement de ton recueil Némésis, la capitale de la douleur. Ouais, je voulais qu'on lise, parce que je trouve que l'intérêt de cet épisode-là, hors série, c'est vraiment d'entrer dans les œuvres et que les gens puissent avoir un aperçu. Et après, s'ils veulent creuser une idée ou une autre, ils le feront par eux-mêmes, c'est tout l'intérêt. Mais voilà, je voudrais qu'on leur donne un peu de matière et que tu nous proposes un Ouais. poème de la capitale de la douleur, donc Alors, de je l'ai Paul pas Éluard. choisi par hasard, et je t'expliquerai pourquoi après. Je pense que tu vas pas aimer, mais bon, on tente tout. Mais bon, on est déjà prévenu, quoi. Ouais. Donc, c'est à la flamme des fouets. Métal qui nuit, métal de jour, étoile au nid, pointe à frayeur, fruit en guenille, amour rapace, porte-couteau, souillure veine, lampe inondée, souhait d'amour, fruit de dégoût, glace, prostituée, bien sûr bonjour à mon visage. La lumière y sonne plus claire, un grand désir qu'un paysage, bien sûr bonjour à vos harpons, à vos cris, à vos bonds, à votre ventre qui se cache, j'ai perdu, j'ai gagné, voyez sur quoi je suis montée. Et j'en profite pour dire que la poésie surréaliste, pour moi, se lit à haute voix plus qu'elle ne se lit comme ça. Et qu'un Moi, poème, je trouve que la poésie en général se lit à haute je voix. suis d'accord, il faut la déclamer pour en... Enfin, je trouve qu'elle rentre plus de cette manière-là, elle percute plus. On est d'accord. On est enfin d'accord. On est d'accord sur quelque chose, mais c'est incroyable. Ouais. Et alors, ce que j'aime bien dans ce poème, c'est son rythme. J'aime beaucoup les poèmes rapides. Ce que j'aime pas, c'est son aspect surréaliste. On comprend rien, ça veut rien On dire. comprend Il y a rien. que de l'association bizarre. Vas-y. Alors toi, pourquoi tu l'aimes ce poème? Alors, je l'aime bien pour deux raisons. La première, c'est que les surréalistes, ils sont quand même pas cons. Ils savent bien que pour aller chercher leur public, on part de la versification et qu'on est habitué à la rime. Donc, dans ce poème-là, tu as quelque chose qui se rapproche de la versification classique et tu as de la rime. Tout de suite, c'est vrai que tout de suite, j'ai senti la rythmique, moi. J'ai Ouais, senti une rythmique rapide, ce qui me plaît beaucoup dans la poésie. exactement. Donc, le début du poème est comme ça parce que c'est confortable et ça permet d'amener la fin du poème qui est beaucoup plus libre. Tu vois, donc ça facilite la rentrée dedans. Donc, il y a quand même une réflexion. C'est pas des immondes connards qui foutent rien, si tu veux. Ils sont quand même, il y a un petit peu de travail là de la part d'Éluard. Et la deuxième chose que j'aime, c'est la double signifiance. Parce que toi, je sais que tu reproches souvent. Moi, je pars du principe que le surréalisme, c'est pas le problème, que ce soit signifiant ou pas. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on ressent du plaisir à l'écouter et le lire ou pas. Est-ce que ça nous touche? Néanmoins, il y a de la signifiance là-dedans, là où toi, t'en trouves rarement. Et il y a une double lecture en signifiance qui est absolument fascinante. Quand on a les quatre premiers vers, métal qui nuit, métal de jour, étoile au nid, ça fonctionne ensemble. Pointe à frayeur, fruit en guenille, amour rapace. Porte-couteau, souillure veine, lampe inondée. On parle de l'amour, là, c'est hyper glauque, hein. Souhait d'amour, fruit de Ceux qui dégoût, ont vu glace l'amour, prostituée. n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, hein. Alors, mais moi, je le vois à fond. Tu vois, souhait D'accord. d'amour, fruit de dégoût, glace prostituée, ça va pas, quoi. Tu t'es fait plaquer, t'es malheureux, grosso modo.
Ok. Et tu as une double lecture dans l'autre sens, et ça, je trouve ça dingue. Métal qui nuit, pointe à frayeur, porte-couteau, souhait d'amour, qui est encore plus puissante. Tu vois, c'est hyper violent. Métal, pointe, porte-couteau, amour. Métal de jour, fruit en guenilles, souillure veine, fruit de dégoût. Moi aussi, je peux le faire. Fleur du matin, rosée, je sais Eh pas ben, quoi, mais écris-en des machin. poèmes Mais surréalistes je parce le que fais pas parce que mais parce que si, c'est de la fraude. Je suis pas un fraudeur. lance-toi, C'est tout. Moi, lance-toi. je suis pas un fraudeur. Ah là là, t'es un poseur, toi. Mais Je suis un poseur, mais je suis tout ce que tu. J'ai 1 million de défauts, mais je suis pas un fraudeur de surréaliste. moi, je Voilà. trouve que c'est au moins un bon exercice pour après en tirer d'autres matières. Tu vois, tu peux le retravailler tout à fait. Mais l'écriture automatique, je trouve que c'est hyper intéressant à pratiquer. Alors, moi, je vais te proposer une contre-proposition, c'est-à-dire un poème de rythme rapide que Mhm. j'adore personnellement, dans un style qui est pas surréaliste. C'est un poème de Verlaine, qui est un écrivain que j'adore, qui est un poète Mais que tu sais j'adore. que j'aime Verlaine, donc Non, mais tu prends pas grand risque. je prends pas grand risque. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a aussi une poésie à rythmique rapide qui peut arriver dans une poésie, je dirais, plus classique. Verlaine, c'est quelqu'un qui a une versification quand même très classique. Et lui, c'est un peu, Verlaine, il a énormément utilisé des 5 pieds, ce qui est un rythme Oui, très très rapide. oui, oui, Et donc, le poème, c'est un poème que j'adore, que tu aimes probablement, qui s'appelle Marine. bien sûr. Je vous le lis. L'océan sonore palpite sous l'œil de la lune en deuil et palpite encore, tandis qu'un éclair, brutal et sinistre, fend le ciel de bistre dans long zigzag clair. Et que chaque lame, en bond convulsif, le long des récifs, va-vient lui éclame, et qu'au firmament, où l'ouragan erre, rugit le tonnerre formidablement. Et je trouve que là, on a les qualités du poème que tu viens de me lire, sauf que ça raconte quelque chose. Voilà. Bon, alors Bah, toi, tu dis que ça raconte quelque chose, mais en gros ah que ça oui, s'adresse à l'inconscient, alors que moi, ouais, je dis, exactement. si le conscient est là, c'est quand même pour quelque chose, et c'est pourquoi, voilà. Alors Enfin, moi, voilà. j'aime beaucoup aussi, mais ce qui est intéressant, et tu as très bien résumé, et je pense que c'est une bonne fin aussi, c'est que oui, avec ce que tu viens de lire de Verlaine, on sait tout de suite de quoi on parle. Avec ce que je viens de lire de Paul Éluard, c'est un peu plus complexe. Par contre, je pense qu'on peut, n'importe qui peut y trouver quelque chose, qui va pas lui plaire ou pas, mais on peut en faire une interprétation plus libre, et moi, j'aime bien ce côté-là. Ouais, voilà. Bon, je te propose qu'on arrête là-dessus, parce que je pense que les gens ont eu C'est une déjà opinion. dense, hein, c'est déjà dense, je C'est pense. déjà dense, je pense qu'il y a beaucoup d'informations. Moi, j'avoue de mon côté que j'ai un petit peu forcé le trait. En vrai, il y a quand même quelques aspects du surréalisme que j'aime beaucoup, mais c'était aussi pour créer un débat contrasté, pour qu'on ait quand même un vrai débat, quoi. Et en tout cas, je trouve que bah, merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant d'avoir défendu ce mouvement littéraire. J'espère que ça aura donné à certaines personnes envie de le découvrir quand même malgré tout, et de se faire Complètement, surtout de se faire leur propre opinion, parce que complètement. ce que je pense ou ce que Valentine pense, au fond, ça regarde que nous, mais le On plus s'en fout un important, petit peu, soyons voilà. clairs, hein. Non, le plus important, c'est ce que vous allez en penser. Et voilà. Donc, Valentine, où est-ce qu'on te suit? Sur Instagram, lire dans la mansarde avec des underscores partout, même à la fin. Voilà. Et je vous conseille chaleureusement d'aller voir le compte de Valentine, même si moi, à titre personnel, je ne suis d'accord avec rien. J'aime beaucoup ce compte. Voilà. Et mon compte à moi, c'est Jardin oublié au pluriel. Merci beaucoup. C'était Tendre et la nuit.